Bonjour à tous. Alors un château médiéval c'est ça. Comme vous voyez vous avez des tours, une porte, un donjon, et puis... De quoi qu'est-ce que tu dis? Que je devrais me présenter. Et pour... Ça les intéresse ça les gens? Ah bon. Bon eh bien bonjour à tous et bienvenue sur Pater Munire, cette toute jeune chaîne à travers laquelle je vais essayer de vous parler histoire, patrimoine et architecture, sans trop divaguer. J'ai bien dit essayer. Enfin quand je dis histoire, ce sera toujours pour contextualiser un monument. Le but n'est pas ici de faire de l'événementiel, mais de vous présenter et de vous expliquer ce qui me passionne moi, et peut-être vous aussi, les cailloux. Ouais, non... Ah, voilà. On va donc s'intéresser à l'architecture historique, au patrimoine, soit dans les termes généraux, soit en ciblant un monument ou un groupe de monuments en particulier. Et pour cette première vidéo, j'ai décidé de m'attaquer à un gros morceau, pourquoi faire simple, les châteaux forts. La vidéo sera en deux parties car je vais essayer d'être bien complet afin de pouvoir plus tard m'attaquer à des cas particuliers. Allez, c'est parti. Alors, j'ai choisi volontairement le terme de château fort, connu de tout le monde, car j'aimerais revenir rapidement dessus. En fait, même si c'est le terme usuellement employé pour désigner ce type de construction, il est imparfait. Comme l'écrit Jacques Gardel, tout château médiéval est fort, et c'est commettre un pléonasme que de parler de château fort. On préférera donc le terme tout simple de château médiéval, qui s'oppose au château moderne, qui fleurissent à partir du XVIe siècle. Mais du coup, un château, qu'est-ce que c'est? On va surtout s'intéresser dans la suite de la vidéo à la France et aux pays alentours, parce que je connais mieux, donc je vais dire un peu moins de bêtises. Les mots château, chastel, castel ou castet viennent du latin castellum, dérivé de castrum, désignant un ensemble fortifié, un lieu où l'on peut se réfugier et se protéger. C'est donc l'aspect défensif qui prime lorsqu'on parle d'un château. D'ailleurs, si une demeure n'est pas destinée à la défense, et même si c'est la demeure du roi, avant le XVIe siècle, on parle de manoir ou de palais plutôt que de château. On a donc un premier élément essentiel, l'aspect défensif. Le deuxième élément qui définit un château, c'est son rôle de résidence. C'est ici qu'habite le dominus, le seigneur des terres, ou son agent qui gouverne en son absence. On doit donc avoir à l'intérieur du château assez de place pour pouvoir loger le seigneur, sa famille, sa garnison, qui eux demeurent en permanence au château. À cela s'ajoutent les communs, donc comme la forge, l'écurie, et les magasins où l'on stocke les matériaux nécessaires à la défense, mais aussi à la vie de tous les jours. Le fourrage, le grain, le bois. De plus, il est essentiel que le château possède une basse-cour pour que la population autour puisse s'y réfugier en cas d'attaque. Ce qui, soit dit en passant, était une super excuse pour le seigneur lorsqu'il voulait demander quelque chose. Du genre, hey, dis, t'es bien content de le trouver mon château quand les Normands débarquent? Bon, bah tu viendras demain défricher, ingrat. Qui m'a traité d'un ingrat? Et troisièmement, le château a un rôle de contrôle sur le territoire. C'est là qu'on rend la justice, on y trouve donc un tribunal, des salles d'assemblée et d'audience, souvent c'est les mêmes salles pour tout, et une prison. D'ailleurs aujourd'hui on associe souvent le mot donjon à une prison, la preuve que ce rôle a donc marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui. Enfin, on pouvait parfois y entasser le trésor, les reliques, les archives, quand on avait compris les inconvénients que ça pouvait avoir de les trimballer un peu partout avec nous. Genre se les faire piquer en bataille, ce qui arrive par exemple à Philippe Auguste. Le château est donc l'instrument essentiel d'un puissant pour dominer le territoire, en le défendant et en le contrôlant. Il est un élément capital de l'organisation de la société médiévale, notamment quand il est tenu d'un fief par un membre de l'aristocratie en échange de sa fidélité. En cela, il s'intègre parfaitement dans le système féodo-vassalique, sauf évidemment s'il est directement dans les mains du roi. Le château naît au IXe siècle et va refléter tout au long de son histoire l'évolution même du monde féodal. Alors bien sûr, on a déjà, avant le IXe siècle, des fortifications. En effet, mis à part la Pax Romana qui prend fin au IIe siècle, l'Europe a presque toujours été en guerre. Que ce soit les invasions germaniques, la révolte rurale des Bagodes, les luttes intestines dans l'Empire, les guerres de succession mérovingienne, les conflits des maires du palais, les invasions sarrasines, la reconquête du Languedoc et de l'Aquitaine par Charles Martel, Pépin le Bref et Charlemagne, bon, la Gaule, elle a connu à peu près un siècle de paix continue, pas plus. Et encore un siècle, c'est relatif, on compte pas les petites batailles par-ci par-là. Belle époque, Du coup, la Gaule a dû très tôt se fortifier. On a ici et là ce qu'on appelle les oppida, au singulier oppidum, qui sont des agglomérations fortifiées. On protège les chefs-lieux des civitates en enclosant d'un rempart un territoire restreint facilement défendable. On fortifie également des agglomérations de moindre importance, les vici, et même certains bourgis qui servent de gîtes, d'étapes et de relais routiers. Un peu plus tard, à l'époque carolingienne, des forteresses sont bâties par Charlemagne sur la Dordogne pour surveiller la Gascogne, toute jeune conquise et mal soumise. On sait qu'il y avait également des bases fortifiées en Westphalie qui ont été utilisées pour la conquête de la Saxe. Ce sont là des exemples parmi d'autres. Enfin, parfois, les habitants bâtissent eux-mêmes des forteresses sur des endroits naturellement protégés qu'ils renforcent de remparts construits avec les moyens du bord. Certains de ces lieux de refuge ont donné naissance plus tard à des villes comme Loches ou Chinon.
Toutefois, parmi tous ces exemples, aucun ne correspond parfaitement à la définition d'un château médiéval. On a certes quelques cas exceptionnels cités dans les sources qui s'en rapprochent énormément, mais il manque toujours la notion d'intégration dans un système féodal, que seules les crises qui vont secouer l'Europe carolingienne vont pouvoir produire. Car en effet, c'est suite à un enchaînement de crises majeures au 9e et au 10e siècle qu'on va rentrer de plein pied dans l'ère des châteaux. Je vous fais le topo rapide, et puis après on s'attaque au vif du sujet. Au 9e siècle, l'Empire carolingien se retrouve confronté à deux problèmes majeurs. Une lutte dynastique qui l'affaiblit de l'intérieur, laissant le champ libre à des vagues d'invasions normandes, arabes et hongroises. Les luttes dynastiques, d'abord, est la conséquence de la division de l'immense empire laissé à sa mort par Charlemagne. Comme pas mal d'empires créés par un homme fort et incontesté, ça devient un peu plus compliqué de le partager quand les successeurs sont, eux, contestés, ou se contestent entre eux. Bon, là, la crise arrive avec ses petits-fils. Donc son fils, à Charlemagne, vous suivez, a eu des enfants de deux femmes différentes, et du coup, vous vous doutez bien, ça se tire dans les pattes pour l'héritage. Le conflit s'enlise tout au long du 9e siècle, sur fond d'invasion normande, conduisant même les grands du royaume à élire un roi venant d'une autre dynastie, en 888, c'est le bordel. Ce nouveau roi, c'est le comte Eudes, un homme qui avait repoussé les Vikings à Paris. On voit du coup l'importance et l'impact des invasions sur la politique. Enfin bon, ça n'a rien changé, on repart sur un siècle de conflit dynastique entre la maison carolingienne et celle de Eudes, conflit qui prend fin en 987 par l'élection de Hugues Capet, son descendant, qui installe au pouvoir la dynastie capétienne. Et c'est pas dommage. Mais ces années de guerre intestine sur fond d'invasion ont profondément bouleversé le paysage politique. Faut dire que, pendant que certains se battaient, ceux qui détenaient des délégations de l'autorité royale, à savoir les comtes, les marquis, les ducs, ils en ont un peu profité pour acquérir une quasi-indépendance de fait sur leur territoire, alors qu'à la base, ils étaient plutôt considérés comme des fonctionnaires. Ils sont tellement influents que leur soutien est vital pour le roi s'il veut avoir un contrôle sur son territoire. Or, pour acheter leur soutien, il faut filer des terres en échange de leur fidélité. Et plus le roi est faible, plus les prix pour acquérir la fidélité vont augmenter. Si bien que Louis IV ne possède quasiment plus que quelques palais dans l'Aisne et une ville forte. Les anciens fonctionnaires sont donc devenus des grands vassaux. On a déjà la première base de la société féodale qui est en place. Ils sont quasi tout puissants sur le territoire et le château est le symbole de leur domination. Faut dire aussi que les invasions n'ont pas aidé. Les défenses carolingiennes sont bien souvent trouvées inefficaces face aux envahisseurs. Le problème, c'est que normalement, le monopole pour la construction de forteresses, il appartient au roi. Bon, ça, c'est plutôt quelque chose qui va être respecté jusqu'en 860, mais en 864, on a un capitulaire de Charles le Chauve qui ordonne la destruction des forteresses construites par les seigneurs locaux. C'est quand même bien la preuve qu'elles avaient poussé un petit peu partout sur le territoire, face à l'incapacité du pouvoir royal à défendre lui-même son peuple. Les comtes, notamment, s'attribuent le droit de fortifier certains points, alors qu'à la base, ils étaient censés faire respecter la législation pour faire détruire les forteresses. En même temps, ils ont réussi par endroits à protéger leur territoire mieux que le roi. On peut penser aux comtes de Flandre ou de Poitiers, ce dernier mettant le duché d'Aquitaine presque entièrement hors de la sphère royale. Une autre région qui se retrouve couverte de forteresses, mais là plutôt au Xe siècle, c'est la Catalogne, qui d'ailleurs va tirer son étymologie, tout comme la Castille, des latins castellum et castrum, donc c'est les terres des châteaux. Alors on l'a vu, on construit surtout des châteaux pour se défendre des invasions face à un affaiblissement du pouvoir royal. Ces forteresses servent notamment à protéger la population, mais qui les bâtit? On a bien évidemment les grands vassaux, dont on vient juste de parler, mais on a également certains évêques, comme l'évêque de Poitiers qui possède Chevigny et Angles-sur-Langlin, ainsi que certains gros propriétaires terriens libres. Or, à cause de nécessités économiques, ces puissants vont à leur tour devoir diviser leur territoire en échange de l'hommage et se créant à leur tour leurs propres vassaux. Cette étape a lieu au XIe et XIIe siècle. Apparaît alors une classe de vassaux moyens qui vont à leur tour faire entrer des guerriers dans ce système vassalique. La pyramide féodale est alors en place. Et dans ce système féodo-vassalique, le château a un rôle essentiel. On multiplie leur nombre pour défendre le territoire, on y place des agents dont la fidélité est assurée, et il faut normalement demander à son seigneur l'autorisation pour pouvoir bâtir un nouveau château, ou pour remplacer un château en bois par un château en pierre. Mais, comme avec les rois carolingiens, dès que le pouvoir du seigneur s'affaiblit, on se passe volontiers de l'accord du seigneur. L'évolution est encore plus compliquée pour les ecclésiastiques qui, de par leur statut de religieux, sont obligés de confier la défense de leur territoire à des avoués qui accentuent leur emprise par la construction de châteaux. Voilà pour le contexte. Je vous propose maintenant qu'on passe à quelque chose d'un peu plus technique et concret. On va s'intéresser à l'évolution des châteaux tout au long de la période médiévale. Il faut savoir qu'il y a très peu de châteaux autour de l'an 1000. On en compte une quinzaine dans le Poitou, dans le Berry et en Provence avant 950, beaucoup plus en Catalogne, mais c'est compréhensible si on considère son rôle de frontière, et une quarantaine en Champagne, qui est un pays très divisé, les châteaux servant de base à leurs détenteurs pour leur expansion. Leur nombre va commencer à grandir véritablement au XIe siècle avec l'apparition de la classe des vassaux moyens. Il faut bien comprendre également que les différents types de châteaux, les différentes phases architecturales qui vont avoir lieu,
vont pas se succéder avec une rigueur chronologique implacable. Plusieurs types de châteaux ont coexisté à la même époque, on rasait pas tout pour reconstruire du jour au lendemain selon les nouvelles découvertes technologiques. Toutefois, ce qui est essentiel tout au long de l'histoire castrale, c'est la tour qui va devenir le donjon. C'est le véritable emblème du pouvoir et ça le restera, même quand les progrès en termes de technique de guerre l'auront rendu caduque. D'ailleurs, le nom de la tour est souvent associé au seigneur. Par exemple, dans le domaine des comtes de Poitiers, on dit que tel ou tel fief relève de la tour Maubergeon, qui est le nom du donjon du château des comtes de Poitiers. Le premier type de château que l'on rencontre est l'enceinte castrale. Elle apparaît au IXe siècle et va être utilisée jusqu'au XIIe siècle à peu près. C'est le château sous sa plus simple expression, un ouvrage le plus souvent circulaire ou quadrangulaire, comme le Rhétoré à Salbeuf, entouré de fossés d'environ 3 mètres de profondeur. La terre enlevée pour le creusement du fossé est réutilisée pour créer un remblai qui va border l'intérieur du fossé, et on couronne ce remblai d'une palissade. Bon, je vous l'accorde, ça fait un peu cheapos, mais c'est déjà mieux que rien quand on veut éviter de se faire surprendre par une horde de vikings en pleine nuit. Concernant la taille de l'enceinte, on était plutôt sur quelque chose entre 10 mètres et 100 mètres de diamètre, notamment à partir du Xe siècle où on tend à couvrir une surface plus restreinte. L'enceinte du Plessis-Grémou, en Normandie par exemple, mesure une soixantaine de mètres de diamètre. C'est d'ailleurs là également qu'on commence à faire une séparation entre ce qu'on va appeler plus tard la haute cour et la basse cour. On est en plein dans l'organisation en profondeur, avec une séparation de ces deux zones par un fossé par exemple, mais aussi des remparts, en mettant d'un côté la demeure fortifiée du seigneur, et de l'autre les communs et les lieux de refuge pour la population. Toujours dans ce souci d'organiser en profondeur, on double parfois l'enceinte castrale, ou alors on construit des ouvrages de défense supplémentaires comme les tours-porches. Car oui, on n'en a pas parlé, c'est bien beau de faire des remparts, mais il faut pouvoir aussi rentrer dans l'enceinte. Alors là, il y a deux solutions. Soit une passerelle qui passe par-dessus le rempart, pratique, soit un passage qui coupe dans le rempart, mais renforcé par un dispositif de défense, donc une tour-porche. Une tour avec une porte dedans, tout simplement. Et même si parfois l'enceinte était renforcée par de la maçonnerie, comme à Falaise dès le Xe siècle, c'est surtout les accès qui bénéficiaient de ces aménagements, comme au château Gannes, où on peut toujours voir aujourd'hui les restes de cet ouvrage. On pouvait aussi, dans certains cas, avoir quelques tours qui pouvaient venir compléter l'enceinte, comme au Plessis-Grémou. Mais dès le Xe siècle, on voit apparaître un nouveau type de fortification qui préfigure, lui, beaucoup plus le château médiéval tel qu'on le connaît, le château à motte. Même s'il est vrai qu'il prolifère surtout au XIe siècle, et ce jusqu'au milieu du XIIIe, notamment en France, en Angleterre, en Italie du Nord, aux Pays-Bas et en Allemagne. On peut y voir une belle représentation sur la tapisserie de Bayeux, à l'épisode de l'attaque de Dinan. D'ailleurs, on peut aussi voir que les soldats sont carrément en train de mettre le feu à la motte, mais passons. Ce qui est représenté ici, ce n'est qu'une partie du château à motte. Les Anglais utilisent un terme assez explicite pour parler de ces édifices, motte and bailey. On a la motte d'un côté et la baille de l'autre. Autrement dit, la haute cour et la basse cour. C'est d'ailleurs quand on regarde ce type d'édifice qu'on peut comprendre pourquoi une cour est haute et l'autre basse. Le plan de ces châteaux était généralement assez simple, un grand fossé surplombé d'un rempart et à l'intérieur de cela une vaste cour aux constructions en bois et en torchis qui servaient à loger les serviteurs et les défenseurs. La motte était, elle, soit contenue dans cette grande enceinte, soit à l'extérieur, mais dans tous les cas, elle était elle-même ceinte d'un fossé, relié à la basse-cour par une passerelle, qui était son seul accès et qui était couronnée d'une palissade. Au sommet de la motte trônait généralement une grande tour en bois, carrée, recevant dans ses 2 ou 3 étages les vivres, le logement du seigneur et tout au sommet un poste de guet. On a donc sur le plan l'ancêtre parfait du château en pierre, mais en matériaux périssables. Le gros avantage de ce château, c'est la simplicité et la rapidité de sa construction. On va prendre l'exemple d'une motte castrale standard. On va dire pour une butte de 30 mètres de diamètre à la base, de 10 mètres de hauteur et 10 mètres de diamètre à son sommet. Ce qui nous donne une motte de cette forme à peu près, chose comme ça. Je sais, le mime est magnifique, même s'il pouvait parfois être de forme quadrangulaire ou tronconique. Autour, on creuse des fossés de 4 mètres de large et de 3 mètres de profondeur. Ça n'a pas changé depuis les enceintes castrales. On prend ensuite la terre du creusement de ce fossé, mais également celui de la basse-cour pour construire la motte. Pour ça, il fallait une centaine de travailleurs et une quinzaine de jours de travail. D'ailleurs, on n'utilisait pas que de la terre pour construire cette motte, parce que vous imaginez bien qu'avec de la terre de réemploi comme ça, en cas de pluie, ça risquait de se casser la gueule assez vite. On intercalait donc des couches de matériaux plus consistants au fur et à mesure qu'on l'élevait, genre du gravier, du sable, comme on le voit très bien là encore sur la tapisserie de Bayeux. On pouvait aussi consolider la plateforme au sommet de la motte, là encore en cas de pluie, pour éviter de s'embourber, comme la motte du Mourel à Molleville avec des pierres ou des tessons. Mais il fallait aussi s'occuper des palissades. Donc, toujours pour une motte castrale dans nos dimensions, on pouvait estimer que cela représentait 2 semaines de travail pour 2 équipes de 7 bûcherons. Il fallait ensuite construire la tour, qu'on emmotait, c'est-à-dire qu'on construisait sa base dans la motte, pour lui garantir plus de stabilité. Il fallait enfin s'occuper de construire une passerelle pour accéder à la motte depuis sa basse-cour. En tenant compte de son édification, ainsi que de celle des communs, on pouvait compter 1 mois pour édifier un château dans ces dimensions, si la main-d'œuvre était au rendez-vous bien sûr. C'était tellement rapide que parfois, après les incendies, plutôt que de retaper la motte, on préférait en construire une autre juste à côté.
Ou alors, encore mieux, en cas de siège, on construisait une motte juste à côté du château qu'on voulait prendre. C'était un peu la tente 2 secondes de la fortification médiévale, si on veut. On se rend donc compte de l'intérêt de ce type de construction. D'autant plus que là, on parle de travaux de terrassement pour la motte, mais parfois la motte existait déjà. Parfois, on fignolait l'endroit par de petits travaux de terrassement, mais des fois, on l'utilisait tel quel. On a là parlé d'une motte standard, mais il y en avait bien évidemment des plus grandes. D'ailleurs, plus le seigneur était puissant, plus la motte était imposante. C'est quand même beau de voir que la course à celui qui a la plus grosse a toujours existé. Certaines mottes castrales avaient plusieurs basses-cours, d'autres pas du tout. Des fois encore, on trouvait plusieurs mottes non loin les unes des autres, voire accolées. Ça, c'était surtout le fait de familles qui habitaient dans le même endroit. Et c'est sur cette présentation de la motte castrale que je vais mettre fin à cette première partie. Oui, je sais, c'est un peu brutal, mais la suite arrive bientôt, promis. J'espère en tout cas que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à vous abonner pour surtout pas rater la deuxième partie. Ce serait bête, non? Allez, ah oui,